Alors, on vous remercie tous de vous être connectés. Donc, l'objet du webinaire, c'est effectivement la transformation de l'offre avec les enjeux RH, organisationnels et financiers. Donc, on va présenter le webinaire à deux voix, Rémi Prunier et moi-même pour Orcom, et Samuel et Olivier sur tous les enjeux RH notamment. Donc, la première présentation sera faite par Samuel et Olivier, et nous, on enchaînera sur les enjeux organisationnels et financiers par la suite. Alors, le contexte actuel, c'est le contexte sociétal qui évolue, hein, c'est important de le rappeler. Le secteur social se voit un petit peu modifier son organisation pour répondre à de nouveaux enjeux. On rappelle un petit peu le contexte actuel. Les acteurs du secteur vont devoir répondre désormais à de nouveaux enjeux pour accompagner les personnes dans une logique d'inclusion sociale et de participation à la collectivité. Dans ce contexte, que les associations du secteur vont devoir donc s'inscrire dans ce contexte de transformation de l'offre. Et derrière ces enjeux-là, on va évoquer plusieurs points notamment, hein, les enjeux en matière de ressources humaines, puisque la transformation de l'offre modifie sensiblement et quand même considérablement vos organisations. Donc, ça pose des questions en matière de ressources humaines. En matière également d'organisation, donc derrière, il y a également les ressources humaines dans le contexte de l'organisation. Et ensuite, ça pose quelques questions en matière d'enjeux financiers. Donc derrière, on évoquera tout ce qui est mise en place de plateformes, contractualisation, recherche de financement. Donc voilà sur la partie enjeux financiers. Donc voilà sur le contexte global. Je vais laisser la parole à Samuel et Olivier sur la partie plutôt enjeu en matière de ressources humaines. On va juste switcher. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivier Millière. C'est Samuel Geffroy. Donc, la question fil rouge que l'on va traiter, c'est la slide d'après, merci. C'est comment préparer, mettre en œuvre les transformations à partir de situations qui sont parfois dégradées et tout en instaurant un management préventif. On se permet de rajouter ces deux éléments, les situations dégradées, même si bien souvent c'est un point qu'on a tendance à vouloir minimiser ou évincer, et en instaurant un management préventif parce que tout simplement on ne peut pas mettre à l'écart le fait qu'une transformation charrie son lot de fantasmes, éventuellement de réactions non souhaitées. Et donc cette question doit être, à notre avis, intégrée dès en amont dans la démarche. Alors, d'où parlons-nous finalement? Qui sommes-nous? Pour être très bref, on a des expériences de chef de service, de directeur d'association, d'établissement social médico-social, de pôle, d'association, administrateur aussi d'association. À cette première casquette, on rajoute aussi plus de 20 années de pratique clinique en qualité de psychologue auprès d'individus collectifs, d'analyse des pratiques. Et nous sommes aussi experts judiciaires, psychologues. Donc, on a aussi une compétence que l'on a développée sur les aspects de la clinique du travail et donc notamment des questions de prévention. Donc, qu'est-ce que l'on fait très rapidement? On accompagne des associations, des structures dans leur transformation au long cours, hein, sur 12 mois, 18 mois. On intervient aussi pour traiter, prévenir des situations dégradées, et puis des formations méthodologiques, dont on va vous donner un aperçu, et d'accompagnement de dirigeants aussi. Alors, notre méthodologie, le mot-clé, c'est l'intégration, hein, puisqu'on vient d'évoquer plusieurs casquettes différentes. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à développer ce management préventif tout en ayant à réaliser un certain nombre d'objectifs, bien évidemment, via la transformation, à partir de situations qui sont éminemment complexes. Alors, on a développé une méthodologie qu'on a appelée la flexibilité systémique intégrative. C'est peut-être un peu pompeux comme terme, mais ça veut dire tout simplement
comment est-ce qu'on arrive à implémenter une flexibilité au long cours en intégrant des dimensions différentes et en ayant un souci d'un fonctionnement systémique. Alors pour ce faire, il y a notre pratique clinique, il y a aussi notre expérience de management, et puis on s'est inspiré d'une démarche thérapeutique qui s'appelle l'ACT, qui est spécialisée dans la conduite du changement. Donc on a repris et intégré des éléments clés de cette thérapie qui fonctionne pour laquelle on est formé. Pour laquelle on est formé depuis très longtemps, et en essayant de donner une dimension justement managériale et transmissible à ces éléments. Le premier point par lequel on commence, qui est un peu une provocation, c'est de dire que quand on fait une méta-analyse de toutes les recherches qui ont été faites sur la conduite des transformations, je pense à PHRSEC, etc. Enfin, il y a un travail assez conséquent qui est fait depuis de nombreuses années. On va se rendre compte qu'il y a des éléments qui nous conduisent certainement à l'échec. Et parmi ces éléments, il y en a un qui est peut-être un peu provocateur dans le secteur social et médico-social, qui est la persistance de l'échec méthodologique, c'est-à-dire d'avoir comme premier réflexe de chercher l'adhésion des équipes. C'est quelque chose qu'on rencontre absolument très fréquemment, qui est presque comme une espèce de mantra, de réflexe premier. Il faut, pour construire et pour conduire une transformation, rechercher l'adhésion. Eh bien, de toutes ces recherches internationales sur la conduite des transformations, c'est un des premiers points qui conduit, en tout cas, à l'échec ou de grandes difficultés. On a listé un certain nombre de points. On peut juste souligner peut-être le 6, la loi de Z, c'est-à-dire que quelque part, dans un contexte où il y a beaucoup de pression, dans le cadre des CEPON, des relations avec les ARS, avec les financeurs, eh bien, il y a des calendriers extrêmement serrés et en termes de management, on est souvent en train de dire il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Et peut-être que d'un point de vue méthodologique, il faut savoir aussi de temps en temps un peu reculer, faire un pas en arrière, ce qui n'est peut-être pas dans les habitudes du secteur. Et on va insister après, surtout dans ce que l'on va développer, sur l'absence de rétexte et la prédominance d'une logique assez descendante. Je vous donne un exemple très récent dans une association très importante, le président considérant que le CEPON n'avait pas à être diffusé au-delà de la direction générale parce que l'ensemble des cadres n'avaient qu'à obéir. Ce sont donc des exemples vécus avec des gens qui ont un parcours professionnel tout à fait pertinent, mais on rencontre encore ce type de réflexes qui sont en tout cas identifiés comme des points ne facilitant pas les transformations. Sur les facteurs de succès, c'est-à-dire le slide, merci, le slide suivant, on va en souligner l'autre avant. L'autre avant. Voilà. Sur celui, on va souligner quelques points importants. Si on ne recherche pas l'adhésion des équipes, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher l'engagement aligné sur des valeurs claires. Ça veut dire être capable de faire en sorte que des gens qui finalement ont un regard, une expression critique sur l'environnement, le capitalisme qui arrive dans le secteur, les financeurs devant lesquels on n'a pas suffisamment défendu les intérêts, les conditions de travail dégradées, etc. Et bien qu'en dépit d'un certain nombre de discours, de bruits qui viennent parasiter, voire gêner le fonctionnement d'une institution, et bien que ces personnes soient réellement engagées, elles aussi, dans les actions. Donc ça, c'est vraiment l'objectif clé que l'on doit rechercher pour une transformation en dépit de tout le contexte dans lequel elle se situe. Pour ce faire, il y a le point 5 qui est très important, qui est notamment de pouvoir développer une participation ascendante. Alors, cela semble aller de soi. Le point délicat sur lequel on va insister, c'est que souvent, faire participer l'ensemble des équipes quand on est dans un contexte délicat, eh bien, engendre finalement une certaine angoisse ou une certaine inquiétude au niveau des managements. C'est absolument normal, c'est quasiment inévitable.
nous, de notre expérience et de la méthodologie qu'on développe, nous affirmons que nous avons tout à gagner finalement à faire face à un état des lieux qui va paraître peut-être violent dans l'expression, peut-être sévère dans un premier temps, mais qui permet justement de dire à tout le monde qu'il a été entendu et de dire non seulement qu'on y répond en partie, mais aussi qu'on impose des décisions. Je donne un exemple là-dessus. Transformation CEPOM, premier CEPOM, transformation d'un pôle IME, CESAD, etc. Le réflexe premier est de dire comment on va dérouler d'une manière linéaire et temporellement le CEPOM. Quand on fait participer l'ensemble des salariés, la question prédominante qui remonte, c'est que le pôle n'existe pas. Donc, première question méthodologique, comment mettre en place une transformation d'un pôle qui, pour l'ensemble des équipes, n'a pas d'existence. Donc là, nous avons peut-être une information difficile et violente dans un premier temps, mais nous avons surtout une clé extrêmement précieuse qui permet de hiérarchiser d'une autre manière le plan et les séquences temporelles, et peut-être, dans un premier temps, de répondre à cette question, comment rendre visible et existant réellement le pôle avant de chercher à le transformer. Sur ce management préventif, on va finalement passer là aussi assez rapidement, mais aligner, voilà, c'est un mot important, aligner toujours le sens, les processus, les contenus, penser en termes de processus, c'est-à-dire regarder le temps, les causalités autrement que sur un axe linéaire, c'est-à-dire peut-être se départir de l'idée que un plan CEPOM doit s'appliquer bien évidemment tel qu'il a été défini, même si on se dit le contraire. Est-ce que finalement, plus on descend dans la hiérarchie opérationnelle, est-ce qu'on n'est pas tenté par appliquer à la lettre ce qui a été défini? Et puis, on va insister sur deux autres points, c'est qu'il y a 4 questions simples que tous les managements peuvent avoir en tête, c'est se poser la question pour les équipes, pour les individus, les collectifs, est-ce que finalement ils ont envie de s'engager? Est-ce qu'ils y trouvent un intérêt? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir le savoir-faire pour? Et est-ce qu'on leur donne la capacité d'agir? Le 4e point sur lequel dans notre méthodologie on insiste, ça n'est pas la prévention des RPS, parce que généralement quand on est dans cette dimension-là, c'est que les choses se sont déjà dégradées, mais de prévenir en amont les racines fondamentales qui sont en très grande partie à la source des RPS, en tout cas des RPS collectifs, c'est-à-dire les injonctions paradoxales, les doubles liens, les dissonances cognitives, les conflits de valeurs. Alors, ce sont souvent des mots différents pour parler de réalités assez proches. J'insiste sur un point, c'est que par exemple, les conflits de valeurs qui sont très présents dans le secteur, ce n'est pas par le discours ni par on va dire des faits ça, au cours de l'eau qui permettent de les résoudre, parce que ce sont des conflits qui sont fondés sur des croyances fondamentales. Donc il y a un travail en amont et en profondeur à réaliser. On va aussi se poser la question du ressentiment, qui est peut-être un mot que l'on emploie peu dans ce secteur, mais qui est assez fondamental parce que quand on est dans une logique depuis des années de transformation continue, d'incertitude, d'évolution, de systèmes nouveaux, de logiques qui n'ont de cesse de s'imposer, eh bien, on peut arriver dans des établissements où on a l'impression que finalement il y a une certaine docilité au changement. Et puis, quand on fait ce travail de participation et d'écoute de l'ensemble des salariés, eh bien, on peut se retrouver à un moment donné à alerter une direction sur le fait qu'un ressentiment s'est installé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'agressivité. Tous les propos, même qui vont dans l'intérêt des salariés, sont systématiquement dévalorisés et refusés. Donc ça, c'est un point méthodologique extrêmement important qui est d'aller se poser la question si on est malgré soi en train d'être dans une logique de fabrique de ressentiment, est-ce qu'il est installé ou est-ce qu'on en est suffisamment éloigné pour adapter la manière de présenter et de faire participer, présenter la transformation et de faire participer les publics. Alors, sur les enjeux méthodologiques qui
sont en cohérence avec ce que l'on vient de dire. On intervient d'une manière cohérente sur 3 niveaux. Le niveau stratégique, le niveau managérial, opérationnel et le niveau individuel et collectif. Donc, avec une démarche descendante, il faut pouvoir assumer un certain nombre de décisions qui ne souffrent pas de débats éternels, bien évidemment. Mais pour ce faire, il faut avoir une réelle démarche participative. Et là, souvent, il y a des consultants qui, sous prétexte que quand le message est difficile, c'est le messager qui a tendance à être euthanasié, ont plutôt une tendance à édulcorer, à peut-être enlever certains éléments et à ne pas présenter au management, à la hiérarchie, l'état des lieux réel de l'expression des salariés. C'est une double faute, parce que d'abord c'est un manquement professionnel important qui n'est que dans son propre intérêt commercial, mais surtout c'est une faute parce qu'il n'y a pas de lien causal entre le fait de présenter peut-être des expressions agressives et sévères et le fait que la transformation ne serait pas possible du fait de cet état des lieux qui serait partagé. Bien au contraire, il y a un moment de courage qui est important, mais qui est vraiment ce croisement qu'une démarche descendante et une démarche participative la plus large possible ascendante. Alors, pour ne pas en rester là, pour obtenir ce quart de tour essentiel, comme on l'a dit au début, et de permettre à ce que l'ensemble des acteurs s'engagent dans des actions, pas dans des discussions éternelles, et qu'ils le fassent d'une manière alignée à des valeurs opérationnelles partagées et définies. Les valeurs opérationnelles, ce n'est pas des valeurs qui sont dans les chartes associatives, la bienveillance, être le bien pour les usagers, etc. Ça n'est absolument pas ça. Ça demande un travail, justement, d'insérer le maillon entre les principes fondamentaux de l'association, de l'institution, et les pratiques réelles. Et donc là, il y a un travail important à faire pour pouvoir après aligner les pratiques pour que pour que l'ensemble des salariés aient cette conviction que même quand on s'écarte un peu des pratiques opérationnelles, on a la possibilité avec la direction de pouvoir engager une discussion pour réduire cet écart. Et là, il y a quelque chose là, la clé de la réussite RH, on va dire, d'une transformation, elle est sur ce point-là. Comment on arrive, après toute une démarche, à faire en sorte que finalement, les nouvelles pratiques, on s'y retrouve, même si on a des désaccords. On peut appeler ça des désaccords constructifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Pourquoi? Pour prévenir et traiter constamment ce qu'on appelle les irritants, qui est peut-être un mot que l'on rencontre peu dans le secteur, c'est-à-dire un irritant, c'est quand on est face à une pratique difficile, un désagrément causé par une pratique organisationnelle, un changement organisationnel qui vient impacter négativement l'engagement des personnes et donc qui renvoie dans une boucle systémique à la fabrique du ressentiment. Donc, deux choses à retenir. Toute la méthodologie, c'est finalement permettre aux gens de s'engager, même s'ils n'adhèrent pas, parce qu'ils sont en cohérence avec des valeurs opérationnelles, pas des grands discours, des valeurs qui sont sur les pratiques, et d'avoir une vigilance constante sur le fait de traiter les irritants quand ils arrivent. Donc ça, c'est vraiment le point finalement assez simple que l'on a. Donc après, voilà, on a matérialisé notre méthodologie, on va passer dessus, mais en tout cas, voilà, on retrouve les éléments qu'on a évoqués d'une certaine manière. Derrière, il faut donc des outils, il faut une démarche, il faut structurer les choses. Juste quelques petits aperçus. Partout, dans tous les référentiels de conduite de projet dans le monde, BPMN, etc., enfin, quelques Scrum, partout, il y a généralement une étape qui est la matrice des parties prenantes. Clairement, dans le secteur social médico-social, c'est dans une exception totale quand on est face à des acteurs qui se saisissent de cet outil qui est pourtant très très simple. Voilà, donc nous, on a cette exigence de commencer par cette matrice des parties prenantes pour cadrer
la transformation et pour pouvoir la suivre. Donc, on est dans une logique dynamique. Cartographie des acteurs, absolument essentielle. Quelques indicateurs va remettre de suivi d'une manière très, très simple. Et surtout, l'outil fondamental dans la gestion de la conduite de la transformation, c'est une cartographie avec sa légende, un groupe d'actualisation, c'est-à-dire on rend visible et lisible la transformation, sont déroulés selon plusieurs axes, par exemple le métier, l'accompagnement des jeunes et des familles, voilà, les conditions de travail ou les professionnels. Donc on a des axes où tout le monde est représenté. La temporalité selon comment l'association s'est réappropriée les exigences, par exemple, du CEPOM. Et cette cartographie, elle est travaillée dans un groupe, elle est diffusée, et elle est continuellement actualisée. Vous avez là une capacité, vous avez un outil très puissant pour rendre visible, lisible, pour éviter des débats superflus et pour avoir toujours un élément sur lequel on se recentre, concret, sur lequel discuter et qui se transforme lui aussi et qui accompagne la transformation. Donc, pour terminer… Oui, en cohérence avec ce qui vient d'être dit, on propose quelques points de vigilance voilà, importants une fois que l'organisation a été modifiée. Donc, on en a listé 5 qui reprennent les éléments donc, qui viennent d'être évoqués. Le premier, c'est de remettre du vivant, du mouvement dans une organisation qui a perdu cette dimension-là. Donc, en contrant le fonctionnement en silo qui est un peu délétère et qui génère un certain nombre de problématiques, au même titre que l'inflation de la bureaucratie, des procédures. Le deuxième, c'est effectivement le traitement des irritants qui, voilà, vous l'avez compris, génèrent de la gêne, des désaccords, des critiques, des contestations, du conflit permanent, du malentendu, etc. Donc, la nécessité d'essayer d'y remédier. Donc, en définissant aussi, en effet, les valeurs opérationnelles, en mettant en continuité les intérêts des équipes en termes de prévention de la maltraitance et de promotion des bientraitances. Et puis en cohérence avec ces deux éléments, valeurs opérationnelles, continuité de prévention de bientraitance et de maltraitance et de promotion de la bientraitance, définir des principes d'intervention, de pratique et de fonctionnement. Le troisième point, c'est en effet de pouvoir faire vivre la cartographie de la transformation, qui effectivement est un outil de lisibilité sur la dimension, entre autres, temporelle, c'est-à-dire qu'on sait collectivement où on va, on sait dans quelle mesure ce support est possiblement en mouvement, et ça suppose que chacun puisse s'ajuster aux décisions collectives et ça favorise effectivement l'implication de tout le monde. Et là aussi, ça prévient un certain nombre de malentendus et de fabrique du ressentiment qui, au long cours, met à mal l'évolution de la dite structure. Voilà, donc le quatrième point, c'est aussi d'utiliser des ateliers simples, alors une dimension de simplicité dans ce qu'on met en avant, de rigueur aussi, avec l'idée de faire participer les équipes. Donc l'atelier du voilier en est un exemple, qui est un outil collaboratif faisant appel à l'intelligence collective. Et puis le dernier point, voilà, d'utiliser la même méthode à chaque fois qu'il y a une situation dégradée qui nécessite un traitement. C'est-à-dire que c'est voilà, là aussi un exercice exigeant de rigueur, mais qui est cohérent et qui finalement va rassurer tout le monde voilà, dans l'intérêt de l'évolution de la structure. Voilà. On va passer la main désormais à Rémi. Alors. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous on t'entend bien en tout cas. Eh bien, c'est parfait. Alors j'ai une bande passante au niveau du débit qui est moyennement correcte, donc je vais éviter d'activer ma webcam et je vais privilégier le son. Alors je vais assez rapidement donner évidemment la parole à Audrey derrière. Merci en tout cas beaucoup pour cette présentation. Et donc on va évoquer
évidemment, côté Orcom, les enjeux plus organisationnels et financiers, en lien évidemment avec ce qui vient d'être dit. Alors, un tout petit mot quand même sur Orcom, même si une grande partie d'entre vous connaissent déjà le cabinet. Donc voilà, Orcom, vous l'avez à l'écran pour faire assez vite. On a plusieurs marques. Évidemment Orcom sur la partie expertise comptable, audit et conseil, y compris le commissariat aux comptes sur l'audit légal avec les implantations que vous voyez à l'écran, H3P pour la partie financement et outsourcing, Actiforce évidemment pour le conseil en ressources humaines, Stratorial pour la gestion et conseil en finances publiques et donc Orva sur la partie avocat et contentieux. Donc, on va arriver sur le Orcom. C'est un cabinet qui compte aujourd'hui à peu près 1200 consultants avec 70 associés en France et à l'étranger. Voilà. Et sur notamment une dizaine de sites à l'étranger. Et donc, on accompagne à peu près 20 000 clients aujourd'hui. Les enjeux, évidemment, du secteur social et médico-social, ils sont nombreux. Vous en avez entendu un certain nombre, justement, d'entre eux sur cette première partie. C'est la raison pour laquelle Orcom, d'ailleurs, a créé il y a une dizaine d'années un pôle de compétences dédié au secteur social, médico-social et sanitaire, avec effectivement des comptables, des juristes en droit social, en droit des sociétés, des gestionnaires de paye, effectivement, qui sont dédiés à ce secteur et qui permettent justement de pouvoir répondre à ces créations de nouvelles réponses, à l'ensemble des contraintes économiques et budgétaires, et donc de pouvoir vous accompagner évidemment sur le conseil, sur les différentes évolutions, la stratégie immobilière, organisationnelle, sur effectivement ces fameux CPOM et toute cette mutation derrière qui est impactée. Et donc aujourd'hui, on est capable de le faire avec nos nombreux partenaires. Ensuite, sur les slides suivantes, donc du coup, on va donc tout ça, voilà, ce sont les principales réponses qu'on est capable de vous apporter aujourd'hui, notamment sur les coopérations et rapprochements. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, et donc les fusions notamment qui nous occupent beaucoup en ce moment, avec l'impact notamment de la transformation de cette offre. Je pense qu'on peut passer, Audrey, sur les slides suivantes. Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant des différents enjeux organisationnels, puisque effectivement, après les enjeux RH, l'une des réponses est effectivement ces organisations. Alors, les constats aujourd'hui, on va les faire rapidement, ils sont nombreux. On voit bien que la fonction managériale, elle évolue. On a notamment un management aujourd'hui de plus en plus renforcé sur le soutien aux équipes et avec une évolution effectivement de ces fonctions, l'émergence de nouveaux métiers. On voit vraiment que dans votre secteur, la transformation de l'offre, mais pas que, fait apparaître de nouveaux métiers au sein même évidemment des différentes activités, établissements et services, mais on le voit également autour, hein, dans les sièges sociaux, on voit de nouveaux métiers qui apparaissent depuis quelques années, des responsables des systèmes d'information avec la dimension RGPD, des responsables partenariat et communication, le développement de la vie associative, côté contrôleur de gestion, des responsables projets aussi avec la dimension qualité, RSE, gestion des risques, responsable patrimoine avec souvent toute la politique bâtimentaire évidemment derrière, responsable des achats avec la mise en concurrence. Donc, on voit que voilà, il y a de nombreux métiers qui apparaissent. Et puis derrière, une absence, ou en tout cas, quand on dit une absence de formalisation, surtout de démarches
de GPEC que vous connaissez bien, hein, cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où effectivement on a de plus en plus de mal aujourd'hui à mettre justement en adéquation nos effectifs avec vraiment nos objectifs stratégiques. Et cette GPEC qu'on commence vraiment à voir arriver dans le secteur, effectivement il faut pouvoir bien l'appréhender avec des étapes qui doivent être bien respectées. Voilà, bien fixer les objectifs, faire une situation, un état des lieux de la situation actuelle, mettre en place un plan d'action proposé avec les étapes du déploiement. Donc tout ça, effectivement, c'est les enjeux de la GPEC qu'il faut que le secteur puisse bien s'approprier, bien formalisées. Elles peuvent se faire financer, cette GPEC, en partie par l'État notamment, ou les OPCO. Donc effectivement, il faut pouvoir bien se renseigner sur ces parties. Alors les enjeux organisationnels, voilà, je l'ai indiqué, hein, sur les nouveaux métiers. La montée en compétences, effectivement, des fonctions traditionnelles, on va le voir, mais l'objectif, ça va être de mieux préparer les professionnels aux évolutions des pratiques, la mise en place d'un parcours adapté pour les personnes accompagnées grâce à une offre pluridisciplinaire, bien évidemment, le maintien de l'attractivité, on va le voir, et la maîtrise des coûts. Audrey nous en reparlera, mais effectivement, tout ça généralement avec un mot que vous connaissez bien, à coût constant, voilà, ou en tout cas des coûts qui restent maîtrisés. Donc il va falloir prendre en compte ces nouveaux métiers, devenir attractifs, et tout ça avec des coûts qui soient évidemment bien maîtrisés. Donc il faut avoir une politique RH. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est de mettre en place une réelle stratégie RH avec évidemment des véritables outils derrière. Et c'est cette finalement stratégie RH qui va pouvoir permettre finalement aux entités gestionnaires d'établissements, services et dispositifs sociaux et médico-sociaux d'avoir une véritable vision en fait à long terme. Le véritable objectif, en fait, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir, pour être attractif, responsabiliser, valoriser les professionnels, les prendre en compte et mettre en avant la qualité de travail et l'épanouissement de ces professionnels. Mieux préparer les professionnels aux évolutions des pratiques, bien évidemment, mais aussi pour qu'on soit attractif, les rendre plus créatifs, responsables et les engager finalement dans leurs fonctions. C'est tout ce qui vous a été dit en fait finalement avant, c'est-à-dire qu'effectivement il faut pouvoir leur donner des responsabilités et effectivement qu'ils puissent derrière avoir un vrai sens finalement, comment dire, une réelle motivation pour aller au travail. Donc ça veut dire derrière mettre en place une nouvelle forme de management évidemment derrière. Les enjeux organisationnels, alors évidemment, il faut établir une méthodologie de travail si on veut revoir les différentes organisations. Donc, c'est-à-dire effectivement définir une organisation. Et pour ça, il faut commencer déjà par se mettre autour de la table et bien définir, identifier les spécificités organisationnelles et historiques des établissements et services. Alors évidemment, tout ça, c'est en lien avec le projet de l'association, les différents projets évidemment d'établissement. Donc, c'est-à-dire écrire la stratégie. On commence par quelle est la stratégie sur le long terme, et derrière va en découler évidemment toutes les spécificités liées à l'organisation. Bien identifier les diversités des personnes accompagnées, évidemment, hein, ça c'est la base. Il faut commencer par identifier le réel besoin et l'objectif, vers quoi on veut aller. Préparer le dialogue partenarial, évidemment, au regard des enjeux du virage inclusif. Et donc, effectivement, il est plus que fortement recommandé dans ces cas-là de créer un comité de pilotage avec un responsable projet. Ça fait partie des nouveaux postes qu'on voit émerger aussi, hein. Quand je parlais tout à l'heure effectivement des responsables partenariat, communication, développement, etc., on a effectivement ces directions de projets qu'on voit apparaître en lien également avec la qualité. Et qui va évidemment pouvoir accompagner et la gouvernance et la dirigeance dans le cadre de ces nouvelles organisations. Alors, on peut aller effectivement sur la slide suivante. Une fois qu'on a identifié
la stratégie, vers quoi on veut aller, c'est maintenant réaliser ce qu'on appelle ce fameux diagnostic organisationnel. Alors, le diagnostic organisationnel, un diagnostic, c'est un état des lieux, c'est-à-dire avant de déterminer un plan d'action avec les nouvelles formes d'organisation, il faut commencer par faire la photographie de l'existant. Et donc, la photographie de l'existant, c'est effectivement pouvoir comment dire, analyser les impacts de cette transformation sur les besoins des effectifs, mutualiser les moyens et les compétences. Et effectivement, pour élaborer ce diagnostic, généralement, on va passer par des phases d'entretien individuel avec l'ensemble des professionnels qui sont concernés pour voir comment ils travaillent aujourd'hui et puis quelles sont aussi leurs attentes de demain en lien avec la stratégie et la vision de l'association. Et donc ça va passer très clairement en termes de plan d'action demain par déjà commencer par bien clarifier les missions de chacun, c'est-à-dire qu'il faut bien identifier les missions de chacun, bien réfléchir sur les conditions d'exercice de ces personnes demain. Et ce diagnostic va nous permettre de pouvoir évidemment y répondre. Bien identifier également les besoins en formation. On voit que c'est de toute façon un des gros sujets sur le secteur aussi, c'est qu'il faut que les formations soient évidemment plus adaptées avec un management beaucoup plus renforcé sur le soutien aux équipes derrière. Donc, il faut qu'on passe par cette photographie, par cet état des lieux de l'organisation et pouvoir permettre derrière de reconcentrer finalement le personnel également sur leur cœur de métier en lien avec la transformation de l'offre. Donc, ce regard critique indépendant, il se fait sur la base de ce diagnostic. Ça, c'est la phase 2. Et sur l'étape suivante, donc évidemment, dans cette démarche de diagnostic, l'objectif, ça va être d'identifier les points forts qui nous intéressent toujours, bien évidemment, même si on va avoir effectivement une attention beaucoup plus particulière sur les axes d'amélioration, identifier les zones de risque. Voilà, très clairement, c'est la base du diagnostic, c'est de pouvoir identifier sur l'organisation les zones de risque et en face de chaque risque identifié, l'objectif, ça va être de pouvoir y répondre sous forme d'un plan d'action avec évidemment des priorités en fonction des risques identifiés. Et finalement, ce diagnostic organisationnel, il répond d'une manière générale à la cartographie des risques. D'ailleurs, les grosses entités dans le secteur social médico-social sont en train d'établir cette cartographie des risques conformément soit à la loi Sapin 2 avec les étapes que recommande la FAM, mais ça peut être aussi une cartographie des risques plus simple. Et l'objectif de cartographier les risques également sur les fonctions RH qui sont effectivement très forts, ça va être de pouvoir identifier ces risques et de pouvoir en fait y répondre. Identifier les risques inhérents à l'activité et puis d'affiner ces risques en lien avec les entités gestionnaires et leur mode d'organisation et de pouvoir y répondre évidemment pour pouvoir comment dire diminuer ces risques et répondre en fait à tous ces points que le diagnostic organisationnel va pouvoir en fait nous communiquer. Donc la cartographie des risques, c'est quelque chose, c'est vraiment un objectif que doivent se fixer les entités gestionnaires pour pouvoir bien identifier les risques et pouvoir y répondre derrière. Et puis derrière, formuler des recommandations, formuler différents scénarios. Et donc, c'est le plan d'action. On y est. Tu peux, merci beaucoup, Audrey. Établir derrière un plan d'action pour pouvoir y répondre. Et finalement, ce plan d'action, cette feuille de route, c'est le document qu'on va se fixer avec un rétro-planning et des échéances qui peuvent être évidemment variables en fonction de la priorité qu'on va se donner. Et derrière ces plans d'action, l'objectif, ça va être de pouvoir organiser toute la stratégie RH. Alors peut-être déjà identifier un outil pour pouvoir matérialiser tout ça. Par exemple, formaliser cette fameuse cartographie des risques. Donc déjà, on va l'identifier, on va pouvoir bien identifier la mobilisation des différents acteurs, les créations des nouveaux postes, et derrière, dans ce plan d'action, bien formaliser les livrables. Qu'est-ce qu'on attend derrière?
Donc, reformaliser les fiches de poste, écrire, bien revoir les organigrammes, bien revoir les procédures, bien communiquer effectivement sur la répartition des fonctions de chacun, mettre en œuvre toute cette stratégie. Et donc, ça passe par divers outils, bien évidemment. Les SIRH, évidemment, qui est un enjeu extrêmement fort. Revoir tout le catalogue des formations, etc., en lien avec la cartographie des risques. Voilà. Donc, le diagnostic organisationnel va pouvoir, comment dire, formaliser en fait toutes ces différentes actions en lien avec la transformation de l'offre, bien évidemment. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Audrey sur des exemples très concrets qu'il peut y avoir. On va parler de ces fameuses plateformes, notamment, mais des enjeux financiers également. Audrey, je te redonne la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Rémi. Moi, effectivement, je vais aborder plus la partie enjeux financiers, mais au sens global du terme, puisque je vais m'arrêter aussi un petit peu sur les plateformes. Alors, quel est un petit peu le constat? Absence de stratégie immobilière globale, ça c'est quand même un point important parce qu'on le voit dans nos accompagnements, notamment à la contractualisation. Les enjeux immobiliers sont quand même relativement importants. Donc, tout comme l'évoquait Rémi sur la partie organisationnelle, il faut avoir une méthode globale d'approche de la partie immobilière. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la place des systèmes d'information dans vos organisations. C'est un point important, donc je vais évoquer également ce point. Et tout ce qui est pluriannualité budgétaire et financière. Donc là, derrière, je vais faire un petit focus sur les plateformes. Alors, sur la stratégie immobilière, un petit peu le constat qu'on peut faire, c'est il y a un patrimoine. Alors, il n'y a pas vraiment en plus de détails du patrimoine au niveau national. Hein, c'est un patrimoine très diversifié au niveau des équipements, du nombre. Patrimoine peu ou mal connu, voilà, je le mets effectivement là. Hein, il n'y a pas de diagnostic, peu de chiffrage. Faible connaissance du patrimoine immobilier, il y a un manque d'outils mis en place, hein, ça c'est clair. Politique immobilière peu formalisée et fonction immobilière qui fonctionne plutôt par projet, qui est spécifique à chaque établissement. Et je pense que vous fonctionnez parfois comme ça, c'est-à-dire qu'on a un projet immobilier un peu spécifique. On ne va pas forcément, alors soit par manque de temps, réinterroger l'ensemble de la stratégie immobilière. Et là, par contre, du coup, c'est plutôt un point faible et il faut vraiment penser à se poser autour de la stratégie immobilière. Ça, c'est important. Alors, justement, quels sont les enjeux? On voit qu'on a la même démarche sur la partie organisationnelle et financière. Multiplication des dispositifs réglementaires, attention, hein, qui sont liés aux normes de construction des bâtiments. Ça, c'est un point important, un norme environnementale. Le contexte dont on est en train de parler actuellement, la transformation de l'offre, inclusion, dispositif, donc on est en plein dedans. Mise en place d'un parcours adapté pour les personnes accompagnées grâce à une offre modulaire. Et on est sur les mêmes thématiques que l'organisation, c'est-à-dire derrière, la toile de fond, c'est maintien de l'attractivité, la maîtrise des coûts. Hein, ça rejoint un petit peu la fonction RH. Donc, développer une fonction patrimoniale afin de répondre aux différents enjeux du secteur, c'est vraiment essentiel. Donc, quels sont les objectifs? Vision long terme sur les modes de pilotage pour assurer une cohérence globale de l'organisme gestionnaire et de sa stratégie immobilière. Donc, attention aux valeurs de la structure. Développer une approche territoriale en collaboration avec les autres acteurs du territoire. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'identifier les besoins locaux des personnes que vous accompagnez, de positionner aussi l'immobilier à sa juste place comme un outil clé qui doit vous permettre, qui doit être adapté aux pratiques de l'association, et élaborer des outils de pilotage qui vont permettre de prioriser les actions et les investissements pour les années à venir. Donc, Rémi l'évoquait par rapport aux nouveaux métiers. On a animé une commission très récemment à l'URIOPS Rhône-Alpes sur la partie justement stratégie immobilière, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions autour du poste de gestionnaire de patrimoine, voilà, qui monte un petit peu en puissance. Est-ce que c'est les personnes qui sont un petit peu sur la partie technique? Enfin voilà, mais ça pose quand même question actuellement au niveau des organisations qui ont quand même des enjeux immobiliers importants.
Donc, même chose que tout à l'heure, vision, définir une organisation autour de ça. Là, on insiste là-dessus parce que c'est important d'avoir une organisation globale. Là, notre point organisationnel, comme l'évoquait Rémi tout à l'heure, en lien avec le virage inclusif, c'est vraiment de se dire, voilà, on se pose, alors c'est toujours un petit peu lourd, hein, mais on se met un petit peu en mode projet. On part d'où, on va où, quels sont effectivement les objectifs. Si on ne fait pas ça, ça risque d'être compliqué. Si on n'emmène pas tout le monde, la direction générale, etc., et on ne pilote pas la démarche de cette manière-là, certes, c'est toujours un petit peu lourd, mais c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment pour le contexte organisationnel. L'état des lieux, donc un petit peu tout à l'heure, ça rejoint le diagnostic sur la partie de Rémi, état des lieux de votre patrimoine, adéquation de l'offre et du besoin, capacité d'investissement et de financement. Alors, sachez qu'on a créé un partenariat avec le 23 juin, qui est un cabinet d'architectes sur le secteur social et médico-social, avec qui on fait on anime des webinaires et des réunions sur la stratégie immobilière, puisqu'eux interviennent beaucoup sur le point 2, qui est l'état des lieux du patrimoine. Voilà, donc en fait, ils font un petit carnet de santé, ils proposent un système de carnet de santé aux structures, et puis un accompagnement plus important si besoin. Mais voilà, c'est important d'avoir un professionnel autour de l'état des lieux du patrimoine immobilier. Donc ça, c'est l'état des lieux. Et après, je finis sur la partie immobilière par les différents scénarios de cette stratégie. J'évoque là les principaux types de structures. Hein. L'association je ne vais pas les développer ce matin avec le temps qui nous est imparti, mais l'association qui a un caractère immobilier, vous connaissez certainement tous le fonds de dotation, qui peut aussi avoir de l'immobilier de rapport, et la société civile immobilière. Voilà, je ne vais pas les développer, mais derrière ces structures, Rémi, n'hésite pas à intervenir si tu veux, mais derrière ces structures, il y a plusieurs formes. Vous pouvez avoir un fonds de dotation pour capter les legs et donations, et de l'autre côté, avoir une société civile immobilière pour porter une partie du patrimoine immobilier. Hein. C'est pas, vous pouvez avoir les deux, ou seulement un fonds de dotation, ou seulement une SCI. Sachez que la SCI, forcément, au niveau des avantages fiscaux, c'est plus intéressant. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour le contexte stratégie immobilière. Donc voilà, c'est important quand même de se positionner, mais globalement sur la stratégie immobilière. Alors, la politique LCI, je ne rentre pas complètement dans le détail parce que c'est assez technique, hein, voilà. Mais l'idée, c'est de vous dire attention, attention, attention. La politique LCI, elle est peu sanctuarisée quand même dans les structures. Les outils numériques prennent quand même une place de plus en plus importante dans vos organisations, font partie des enjeux de la transformation. Je pense que là, c'est clair. Il est donc indispensable de mettre en place, penser au budget budget des systèmes d'information pour intégrer les coûts justement dans votre PRD global ou budget global. Ça, c'est important en fait, de bien identifier la part des systèmes d'information dans vos budgets globaux et puis avoir une vraie politique SI. Donc justement, de même que les enjeux en RH et immobilier, il va être nécessaire de produire un diagnostic afin d'évaluer les niveaux d'adaptation des SI aux besoins de vos organismes et de mettre en place un projet de transformation en lien justement avec vos outils internes et externes pour mieux répondre aux besoins notamment des usagers de votre organisation elle-même. Donc c'est vrai que les SI, la partie SI va toucher les usagers, donc avec le dossier unique de l'usager, là vous avez dû le voir, il y a le plan SMS numérique qui est lancé sur la période 2023 pour obtenir des fonds. Vous avez aussi tous les logiciels métiers que vous utilisez au quotidien, RH, comptabilité. J'ai mis en dessous l'outil de GTA, de gestion des plannings, mais qui rejoint un petit peu les outils métiers. Et j'ai indiqué aussi les outils de digitalisation. Pourquoi? Parce que la partie saisie comptable qui devient de plus en plus chronophage, un petit peu compliqué pour les organisations, l'idée c'est de digitaliser, automatiser vos relevés bancaires dans la comptabilité, automatiser la saisie des factures. Donc avec Rémi, on a contacté notamment Use qui est présent, on vous laissera la parole tout à l'heure, c'est peut-être un outil que vous utilisez, qui permet de scanner les factures directement et qui les intègre en comptabilité. Donc on est plus après sur du contrôle plutôt que de la saisie comptable, voilà, et ça permet aussi de dégager du temps comme ça aux personnes sur d'autres points essentiels de l'organisation. Donc voilà sur la partie système d'information.
Et autre point, alors le dernier point correspond aux enjeux financiers au sens justement des modes de tarification, de la contractualisation. Alors, point important, là j'ai identifié chaque point, mais je vais vous les développer oralement. Donc la mise en place de plateformes de services, peut-être que vous êtes en cours par rapport à cette mise en place. Sachez que ça existe, enfin, ce système de plateforme ou ce terme, on va dire, existe déjà un petit peu depuis quelques temps, hein, notamment la loi de modernisation du système de santé avait un article sur le système de plateforme. Si on revient un petit peu, et puis le décret de 2017 aussi, hein, qui du coup a mis en place un petit peu ce système, mais si on revient un petit peu à l'historique, on va dire que les plateformes, elles essayaient, enfin, il y avait une petite existence, c'est-à-dire par exemple quand vous aviez la création d'un ESAT, d'un IME et d'un FH, quelque part on pouvait se dire il y a un parcours qui va s'organiser. Enfin voilà, on a déjà un peu un système de plateforme. Après, vous l'avez connu aussi certainement tous, la mise en place de pôles. Voilà, alors ça c'est plus, enfin on a plus été vers des pôles enfance, pôle adulte. Alors que l'idée de base c'était pôle soins, voilà, c'était un petit peu différent, mais ça on a aussi connu ça, des directions uniques aussi d'établissements où on n'a pas forcément avec des chefs de service. Voilà, donc il y a plusieurs organisations actuelles qui se positionnent sous forme de plateforme. Alors sachez que la plateforme, par contre, elle n'a pas de véritable statut juridique. Ça, c'est important. Par rapport à la mise en place des plateformes, il n'y a pas vraiment de statut juridique. Par contre, au niveau des textes, notamment le texte de 2017 hein, sur les nomenclatures des ESMS, elle autorise quand même, ça je pense que vous le savez tous, elle autorise quand même l'établissement à un quasi-fonctionnement en plateforme. En fait, c'est surtout ce nouveau décret de 2017 qui permet d'avoir quand même ce fonctionnement en plateforme. Alors, je ne sais pas si vous avez lu certains manuels, mais il y a notamment celui sur les plateformes publié par Duno, dans lequel Jean-Pierre Hardy évoque un petit peu hein, le système des plateformes. Et il identifie donc un article qui est le 312.1, hein, qu'on connaît bien, qui liste les établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc, il identifie le fait qu'il y aurait il y a eu certainement des projets de texte, hein, il y aurait le rajout des plateformes qui ferait partie intégrante des établissements sociaux et médico-sociaux du 312.1. Voilà, donc ça, c'était à l'état de projet. Voilà, mais il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de véritable statut juridique, mais le décret hein, qui concerne toutes vos structures permet d'avoir un fonctionnement en plateforme de toute façon. Voilà, donc ce qui permet d'aller vers le système de plateforme. Alors, les nouveaux modes de tarification, j'ai mis le point également sur les enjeux financiers, c'est Séraphin PH. Alors, Séraphin PH, c'est en cours, mais pour le moment, certaines structures sont actuellement en phase d'expérimentation hein, de Séraphin, mais pour l'instant, il n'y a pas complètement d'éléments un petit peu détaillés de Séraphin, mais on voit qu'on est plus sur le fait d'avoir un financement qui correspond à une logique de parcours, puisqu'on est sur un financement complètement différent du financement actuel. Donc ça, c'est plutôt pour la réforme de la tarification qui est en cours, mais pas complètement aboutie. J'ai mis aussi dans les points la démarche de contractualisation. Donc, on l'a évoqué un petit peu tous, c'est le CEPOM, hein, votre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, du coup, peut inscrire un système de plateforme dans vos organisations. Hein, ça, c'est pas du tout contradictoire. Vous pouvez avoir du coup un système de plateforme intégré à votre démarche de contractualisation. Par contre, attention à l'identification et au financement et à la négociation du financement de cette plateforme. Ça, c'est important. Et puis, le dernier point que j'ai évoqué et qui est quand même évoqué aussi par les financeurs, c'est la diversification de vos financements, puisqu'on voit qu'on tend de plus en plus vers une diminution des dotations, puisque quand vous êtes en contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, vous êtes un petit peu contraint par la dotation et l'évolution annuelle de votre dotation. Mais pour obtenir des fonds supplémentaires, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et il y a beaucoup de structures qui tendent vers la diversification de leur financement. Alors, soit la création de structures un peu ad hoc avec des financements plutôt par projet,
soit d'autres types de financement par subvention. Voilà. Mais on voit que quand même le contexte oblige un petit peu les organisations à se repositionner en matière de stratégie de développement pour identifier des structures adéquates autour de leur structure classique existante. Il faut vraiment définir une stratégie globale de développement autour de ça. Je ne sais pas si Rémi avait des choses à ajouter à ce propos. Non, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. C'est parfait. À ces éléments-là. Donc, alors c'est vrai que sur les nouveaux modes de tarification, c'est encore un petit peu flou pour le moment. La démarche normalement d'origine, c'était les nouveaux modes de tarification, le CPOM, le PRD, le RRD. Et en fait, finalement, on a le CPOM, le PRD, le RRD, mais on n'a pas les nouveaux modes de tarification. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais sachez que dans le cadre d'une mise en place de plateformes de services, vos seuls outils à disposition en matière financière, c'est les EPRD et les ERRD. Il n'y aura pas d'outils différents. Et puis pour votre stratégie immobilière, c'est les PPI. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres outils. On va peut-être vous laisser la parole. Alors je ne vois pas de questions. Je vais quand même revérifier. Hop. Non, je ne vois pas de questions. Alors, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur des thématiques d'ordre général, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, nous, on accompagne justement des structures, alors notamment sur les enjeux de stratégie immobilière. Et c'est pour ça qu'on met vraiment un accent sur la stratégie immobilière, parce que c'est quand même très important dans les organisations. En fait, il faut vraiment se poser autour de ça avant de démarrer les projets. Pour vous donner un exemple, si vous raisonnez uniquement par projet et que vous n'identifiez pas vos différents bâtiments et places potentielles, vous risquez après d'être confronté à l'autorité de tarification qui vous dit bah oui, vous créez une nouvelle structure, mais attention, à cet endroit-là, vous avez peut-être 200 mètres carrés, 400 mètres carrés utilisables. Pourquoi du coup ne pas le développer là? Donc, vous voyez, si on n'a pas une stratégie immobilière globale, une réinterrogation globale, voilà, on est forcément sur un fonctionnement qui n'aboutira pas. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd. Il faut se réinterroger sur toutes vos pratiques. Mais malheureusement, ça passe un petit peu par ça, quoi. Et puis, les enjeux RH, effectivement, évoqués par Samuel et Olivier. Attention effectivement à la mise en place de plateformes. Voilà, ça réinterroge quand même beaucoup l'accompagnement des salariés. Un petit mot justement sur ce lien entre le changement organisationnel et puis la manière de mettre en place. On a été assez souvent étonnés par le fait que cette complexité, cette pression, que vous subissez, cette pression temporelle, enfin, ces objectifs, tout ça, on est quand même dans un champ extrêmement complexe, parfois pouvait faire oublier la priorisation de fondamentaux. Je donne un exemple tout bête, mais vraiment qui fait partie de la réalité des choses. Fusion de 3 CESAD, bien sûr transfert de place IME sur le CESAD, mise en place d'un DAM, etc. etc. L'association avait juste oublié les aspects immobiliers, les aspects légaux, c'est-à-dire de donner tout simplement et de sécuriser l'ensemble des salariés en leur donnant une visibilité. Voilà quand est-ce que va être demandé l'agrément, voilà quand est-ce que le CESAD unique va exister, voilà le lieu où il va être, voilà d'un point de vue immobilier où va se situer la direction de pôle, voilà comment l'organigramme cible va être présenté et va être rempli, en tout cas le plus vite possible. Et après, ou chemin faisant, comment allons-nous nous interroger sur l'évolution des pratiques? Et on revient sur ces fameux irritants, etc. Et quand quelque part, on oublie de mettre les choses en place, c'est-à-dire qu'on dit tout de suite, on va supprimer des places IME, tout de suite, monter en charge sur le CESAD, parce que, etc., etc., on a peut-être l'impression, dans un premier temps, de cadrer aux objectifs du CEPOM, mais après tout, rien ne nous empêche de prendre une certaine liberté de réorganisation temporelle dans la cartographie de transformation, mais on est peut-être aussi en train de
faire un management non préventif, on est peut-être en train de réalimenter le ressentiment, on est en train de réalimenter la complexité, parce que tout simplement des questions qui pourraient être purement organisationnelles, techniques, financières, patrimoniales, etc., ne sont pas intégrées dans la démarche globale RH, si on peut dire, en tout cas de transformation. Donc là, il y a un point de vigilance très très fort égard à ce qu'on a pu voir. Alors c'est vrai que dans la pratique, vous allez nous dire, parfois il y a les injonctions aussi des autorités, le côté où il faut aller vite dans la négociation de CEPOM, ça c'est vrai que c'est contraignant. Par contre, il faut bien dire que quand vous avez le temps, et quand, vous avez le temps entre guillemets, mais quand vous savez que le CEPOM, c'est pas tout de suite le renouvellement ou autre, faut tout de suite se poser justement sur tous ces enjeux-là, quoi. Et du coup, fonctionner plutôt en mode projet avec le rassemblement des équipes autour de vous. Voilà, c'est vrai que ça reste essentiel et c'est des métiers, c'est vrai que le gestionnaire de projet, oui, c'est des métiers particuliers, quoi. Voilà, faut maîtriser l'organisation, voilà, et la mise en place. Donc voilà, je pense qu'on oublie rien. Alors, on n'est pas rentré dans le détail sur la diversification des financements, mais on anime avec Rémi d'autres webinaires, avec les URIOPS notamment, sur tout ce qui est recherche de financement dans le cadre des enjeux notamment du décret tertiaire que vous avez dû traiter déjà en partie là, avec les échéances de fin d'année. Et en fait, autour de ça, les URIOPS et nous-mêmes, on va essayer de travailler des cartographies de financement. Vous avez des financements selon alors surtout portés par l'ADEME sur ces thématiques-là, mais qui vont être différents selon les régions, les départements, etc. Puisque du coup, le but aussi, parfois, c'est la couverture territoriale au niveau des aides. Il y a aussi le FEDER, Rémi l'avait évoqué lors de nos webinaires. Donc, en fait, voilà, toutes ces parties un peu financement, on ne rentre pas vraiment dans le détail parce que c'est vrai qu'on a d'autres webinaires sur ces thématiques un petit peu particulières. Voilà, mais on est en train d'établir des cartographies de financement pour les associations au niveau national en lien avec les URIOPS. Donc voilà, sur ces sujets-là, ouais, je pense qu'on n'oublie rien. Voilà, si vous avez des questions, j'ai pas de petites questions dans mes tablettes, j'en vois pas. Moi, j'en profite juste pour remercier évidemment nos intervenants. Un grand merci à vous. Le webinaire, évidemment, peut être revu en replay. Et s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez surtout pas à nous les formuler. On y répondra évidemment avec plaisir. Merci beaucoup à vous et puis excellente journée et bonne semaine. Oui, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir du coup clore le webinaire. Ah, je vois une petite question. Ah, parfait. Merci Christophe. Parfait. Bonne fin de matinée à tous. Et puis, je vais pas en marquer les questions quand même. Merci. Voilà. Parfait. Non, c'est à côté. Bonne matinée. Au revoir. Au revoir.